Depuis 1 heure, les 7 chefs d'État et de gouvernement des pays industrialisés réunis en sommet à Versailles. Invité de ce sommet, l'un de ceux qui ne seront pas là, le président d'un pays en voie de développement, le chef de l'État sénégalais. L'attentat de cette nuit à Londres contre l'ambassadeur israélien, le diplomate dans un état très grave, représailles immédiates de l'aviation israélienne sur Beyrouth. Enfin, tennis, ce sera une finale Villander-Villas. Claire et Higueras sont sortis à Roland-Garros. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ils sont donc 7 réunis depuis 1 heure dans le parc du château de Versailles. Une femme, Margaret Thatcher, et 6 autres numéro 1 mondiaux. L'Américain Reagan, l'Allemand Schmidt, le Japonais Suzuki, l'Italien Spadolini, le Canadien Trudeau et donc le Français Mitterrand, auquel il faut ajouter, représentant les intérêts de la communauté européenne, Gaston Thorn et Wilfried Martins. Première rencontre informelle en ce moment, avant le dîner, pour mettre au point l'ordre définitif des conversations de samedi et dimanche. Dans quelques minutes, nos envoyés spéciaux, Michel Meyer et Georges Bortoli, nous feront point de Versailles. Mais tout de suite, sans plus attendre, la situation chez Talbot. Légère détente, en effet, ce soir, après les affrontements très violents d'hier après-midi à Poissy. Alors tout de suite, le point, Alain Doubleski. Rien. Dans le plus grand calme, toute manifestation gênerait les négociations en cours. Merci. Depuis ce matin 7 heures, les ouvriers grévistes étaient retranchés dans ce bâtiment. À midi exactement, après que la direction ait fait dégager les abords, environ 1500 personnes, presque exclusivement des travailleurs immigrés, décidaient de sortir sous le regard des non-grévistes. Incroyable. Renault Flan au mois de mars, Citroën au mois de mai et maintenant Talbot. À chaque fois, l'industrie automobile et dans son sillage, une grande majorité de travailleurs immigrés. Depuis plus de 30 ans, ils n'avaient que très peu fait parler d'eux dans les conflits sociaux. Aujourd'hui, on pourrait leur dire de rentrer chez eux, mais notre industrie gagnerait-elle? Et puis, ce n'est pas si simple. J'ai contribué à la construction de la France et je me considère comme français et je dois rester en France. J'habite en HLM, je paye 1800 francs. J'ai 4 enfants, dont 3 sont nés en France. Et là, j'ai rien du tout pour retourner. Maintenant, les Français, ils ont voté pour un changement le 10 mai. Il faut, ça a changé pour les Français, que ça change pour les immigrés aussi. On veut travailler dans la dignité. On ne veut pas vraiment être des esclaves. Parce qu'il y a des esclaves et des profiteurs, vous voyez. Et nous, pour le peuple français, nous avons vraiment une grande joie de vivre en France. Avec les travailleurs français, avec le peuple français. Et vous n'avez pas l'impression aussi que les travailleurs immigrés sont des gens un peu malléables, mal informés et qu'ils peuvent être manipulés par des organisations syndicales ou politiques? Je crois que je veux répondre surtout à cette question-là. Parce que c'est le contraire de ce que vous croyez, que les travailleurs immigrés ils sont conscients. Vous voyez, pendant la période du Giscard, où il y a vraiment la répression contre les travailleurs immigrés, ils ne bougent pas. Aujourd'hui, les travailleurs immigrés, ils ont senti un petit peu de liberté. Et ils disent qu'on a des problèmes de l'immigration. On a des problèmes. On ne peut pas tenir longtemps. Et je peux vous dire qu'il y a des camarades sur chaîne qui ont travaillé 20 ans, 25 ans, que leur dos, il est comme ça, vous voyez. Et qu'aujourd'hui, ils demandent qu'à sortir de... Ils disent que 30 ans, 35 ans... 35 ans, ça suffit, c'est ce que crient depuis plusieurs semaines des milliers de travailleurs immigrés, et il faudra en tenir compte. Oui, tout à l'heure, nous avons mal entendu le représentant de la direction qui disait que les grévistes étaient sortis et que donc le travail pouvait reprendre. En effet, les chaînes ont lentement repris aujourd'hui aux usines de Poissy. Et pendant ce temps, les négociations de Saint-Germain-en-Laye autour du ministère du Travail, de la direction et des 5 syndicats se poursuivent toujours à la sous-préfecture. Martine Wilson. Non, Patrick, les discussions viennent de se suspendre et elles reprendront demain à 15h30. Alors il reste 3 problèmes à régler. D'abord, quand reprendra la vraie négociation sur les problèmes de Talbot? La direction préférait que ce soit lundi, la CGT voudrait que ça aille le plus vite possible. Deuxième problème à régler, le lieu de la discussion. Est-ce que ce sera dans l'entreprise ou est-ce que ce sera comme ici, dans un lieu public, dans un lieu neutre? Troisième problème, avec qui on va discuter? Est-ce que M. Chazal sera là ou est-ce qu'il ne sera pas là? Le seul problème en fait qui a été réglé aujourd'hui, c'est le menu de ces futures négociations. Alors on discutera salaire, cadence, carrière et aussi, 4e point, le plus important, les libertés syndicales. Voilà où on en est ce soir et on reprend les discussions donc demain à 15h30.
Gaston Defferre, le ministre de l'Intérieur, avait fait savoir qu'il avait ordonné cette nuit une évacuation amiable des usines Talbot et son collègue Jean Auroux, ministre du Travail, a donné tout à l'heure son sentiment sur ce conflit de Poissy. Je demande très clairement à tous ceux qui sont concernés dans la vie des entreprises et dans toutes les entreprises de France de savoir que la paix sociale, c'est l'affaire de tous les partenaires et que chacun doit y apporter sa contribution. Par conséquent, il ne faut pas que les incendies se propagent, c'est qu'il faut au contraire que chacun se prépare à plus de responsabilités pour des entreprises sur lesquelles s'appuiera un progrès social et une plus grande efficacité économique. Vous êtes accusé par l'opposition, quoi qu'il arrive, de soutenir la CGT. Alors d'abord, est-ce vrai? Et est-ce que le ministre du Travail a le droit de prendre parti dans un conflit? Le ministre du Travail du gouvernement actuel n'est le ministre d'aucun syndicat. Il est le ministre de la France et de tous les Français. Si j'ai à prendre parti, c'est pour créer les conditions du dialogue social et de la négociation. C'est ce que j'ai fait depuis plus d'1 an. Ça n'est pas toujours facile, mais je crois qu'on ne pourra pas me faire le reproche de n'avoir jamais essayé de mettre les partis devant leurs responsabilités et autour du tapis vert. Voilà, je ne vous cache pas que nous avons des problèmes pour l'instant pour entrer en communication avec nos envoyés spéciaux qui se trouvent au sommet de Versailles. Il y a, je vous le rappelle, plus de 2000 journalistes du monde entier qui sont là-bas. Un certain nombre de lignes sont bloquées avec les États-Unis et tous les correspondants occidentaux. Nous allons, en attendant, parler de cet attentat cette nuit à Londres contre la personne de l'ambassadeur israélien en Grande-Bretagne, M. Shlomo Argov, grièvement blessé par balle à la tête et toujours dans un état critique ce soir. Presque aussitôt, une réplique sans appel d'Israël, un raid sur Beyrouth, sur un secteur palestinien, au moins 20 civils tués, nous dit-on, et 60 autres blessés dans la capitale libanaise. Alors d'abord, la nuit à Londres, Gérard Sebag. À sa sortie d'un grand hôtel de Londres où il assistait à une réception, M. Shlomo Argov, l'ambassadeur d'Israël en Grande-Bretagne, se trouve face à un homme armé d'une mitraillette. Une rafale, M. Argov, touché à la tête, tombe. Les policiers chargés de sa sécurité se lancent à la poursuite de l'agresseur, tirent à leur tour, le blessent au cou et l'arrêtent. Quelques heures plus tard, une voiture repérée à proximité du lieu de l'attentat est interceptée par un barrage. À son bord, 2 hommes et des armes. M. Argov est toujours dans un état critique. La riposte israélienne a eu lieu cet après-midi au Liban par des bombardements aériens. L'aviation a reçu l'ordre d'attaquer les installations militaires du Fatah à Beyrouth. L'opération a été menée dans l'après-midi, mais aux dernières nouvelles, le porte-parole de l'armée refusait de dire si elle était terminée. L'OLP n'est pas resté les bras croisés longtemps. Son artillerie au sud Liban a ouvert le feu en direction de la Haute-Galilée et de la Galilée occidentale. Un premier bilan fait état de 1 mort et de 3 blessés. Une tension extrême règne dans la région. Toute la population de la zone frontalière se trouve dans les abris et les services d'urgence sont en état d'alerte. L'artillerie israélienne riposte aux tirs palestiniens. Cela dit, comme le cabinet Begin le laisse entendre depuis des mois, Israël pourrait décider de lancer une opération terrestre pour détruire les canons qui menacent son territoire. La question que tout le monde se pose ce soir, c'est bien sûr, sera-t-il possible d'arrêter l'escalade ? J'ajoute qu'une bombe a explosé la nuit dernière à l'école américaine de Saint-Cloud. Des slogans anti-américains ont été découverts sur les murs de l'établissement. Un acte criminel qui aurait pu tuer des enfants et des professeurs, a dit tout à l'heure l'ambassadeur américain en France. Un bon sondage pour le président de la République et son Premier ministre. La cote de confiance du Figaro Magazine fait valoir une hausse de 5 points pour le premier, de 4 pour le second. Cela donne donc 63% de Français confiants en chef de l'État, 33% méfiants. Pour le Premier ministre, 55% pour, 37% contre. Léger agacement des communistes à l'encontre de leurs partenaires socialistes dans la négociation sur les municipales. René Piquet s'étonne de ce qu'il appelle l'espèce de gloutonnerie socialiste. Les communistes, dont les jeunes adhérents, sont toujours réunis en congrès depuis avant-hier à Ivry. Serge Mistrel les a écoutés. Les jeunes communistes sont les bons copains, dit Pierre Zarka à l'ouverture du congrès. 1500 jeunes venus des 4 coins de France qui ont écouté bien sagement pendant 2h30 le rapport du responsable des jeunesses communistes. Lors de leur précédent congrès, il y a 2 ans, le thème c'était la révolution. Aujourd'hui, sous l'œil paternel de Georges Marchais, on ne parle plus que de changement, même si on trouve qu'il ne va pas assez vite. Et la cible, c'est plus que jamais les patrons, la droite et le fric. Nous vivons pauvres dans un pays riche
Mais nous avons su chasser Giscard. L'heure est à voir grand, à tout utiliser pour construire du neuf et du beau. La vie, le monde doivent nous appartenir, alors à nous de jouer. Très applaudi également, Cuba, l'URSS, apparemment des jeunes qui savent ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent. Votre vie quotidienne, ça vous pose pas de problème d'être aux jeunesses communistes? Bien sûr, si. Par exemple dans mon entreprise, comme dans tous les endroits de la vie en général, il y a des adversaires des adversaires. Ça, c'est clair et net. On ne peut pas faire de compromis avec eux. Il faut lutter. Être communiste, nous a-t-on dit, cela pose encore aujourd'hui des problèmes à des jeunes travailleurs qui refusent de se laisser filmer de peur de représailles patronales. Cela dit, comme l'explique ce jeune ouvrier imprimeur de Rennes, le combat doit se mener dans l'entreprise. Il faut empêcher les licenciements, imposer la signature de contrats de solidarité. Il faut également lutter pour la formation professionnelle, l'ouverture des écoles et des universités au plus grand nombre. À nous de jouer, un thème pour des jeunes communistes qui semblent curieusement mieux armés de certitudes que leurs aînés. Comment vous les trouvez, ces jeunes? Je les trouve magnifiques. Non seulement parce que ces filles et garçons sont belles et beaux, mais très politiques, très combatifs, très intelligents et qui réagissent avec beaucoup de sensibilité sur tous les problèmes qui se posent aussi bien au peuple français qu'au peuple du monde. Les jeunes se heurtent à des problèmes fondamentalement au même qu'avant, qui continuent, le chômage, la sélection devant l'enseignement, le manque de loisirs, le manque de logement. Mais il y a cette chose formidable qui a changé, le gouvernement. Et le gouvernement n'est plus celui qui nous envoie les CRS sur le dos, c'est celui qui écoute, qui répond. Eh bien, pour qu'il réponde bien, et qu'il écoute bien, il faut parler bien et faire bien. Voilà, toujours pas de liaison avec Versailles. Nous réservons donc toute cette partie versaillaise à partir de 8h15, 8h20, j'espère. En attendant, il faut que je vous parle de cette explosion ce matin dans un immeuble de Bastia, une explosion grave, vraisemblablement due au gaz. Un nourrisson tué, 7 personnes grièvement blessées. L'indignation de la Fédération nationale des anciens combattants d'Afrique du Nord à la suite des révélations du quotidien Libération sur la découverte d'un charnier à Kenchela, exploitation indécente et tendancieuse, dit la FNACA. Et puis toujours rien de la prison de Caserte, puisque Sophia Loren a, paraît-il, déjà fait sa valise, mais elle n'est toujours pas sortie. Les sports donc maintenant, avec tout d'abord le tennis. Ce sera une finale Villas-Villander dimanche à Roland-Garros. Villas qui a battu assez facilement l'Espagnol Higueras. Et Villander qui s'est débarrassé de l'autre Argentin, Claire, en 4-7, non sans avoir conquis le public avec un geste que vous allez voir d'une rare élégance. Dominique Leglou. Oui, Patrick, un geste qui va compter dans les annales de Roland-Garros. C'est même de l'inédit à ce stade de la compétition. Au fond du court, José Luis Clerc, il essaie de sauver une deuxième balle de match dans cette demi-finale qui l'oppose au Suédois Villander. La balle est-elle bonne? Il est difficile de se prononcer. Par contre, pour M. Dorfman, le juge arbitre, cela ne fait aucun doute. La balle est dehors, donc mauvaise. L'Argentin proteste sûr de son fait, le Suédois s'approche et surprise, vous allez le voir, l'arbitre va remonter en chaise. À la demande de Mats Wilander, on rejoue le point. 30-40. It's very unhappy it happened on the match point. Oui. And I mean, I can't win on a point I didn't win, you know. Étonnante jeunesse qui explique ainsi son plaisir et sa réussite. Wilander est un récidiviste. L'an dernier à Sierra Mazzoni, ce même geste lui avait coûté 2 jeux, mais heureusement pas la victoire. Vainqueur l'an passé du tournoi junior, ici même à Roland-Garros, ce jeune homme de 18 ans vient d'éliminer successivement, rappelons-le, Lendl, numéro 2 mondial, Gerulaitis, numéro 5, et sous vos yeux, Clerc, le numéro 4. Un succès acquis après 3h40 de jeu. Aujourd'hui, Wilander semble suivre les traces de son aîné Björn Borg. Peut-être lui succédera-t-il au palmarès de Roland-Garros. Mais avant, il devra affronter Guillermo Vilas, un autre Argentin, tête de série numéro 3, vainqueur cet après-midi de José Higueras en 3-7. Une tâche bien difficile pour Wilander. Quoi qu'il en soit, Wilander restera la révélation du tournoi 82.
En cyclisme, pas de changement au Giro, malgré la victoire de Moser. Aujourd'hui, Bernard Hinault a toujours le maillot rose. Au Dauphiné libéré, en revanche, un changement dans le critérium, puisque Bernard Vallet a remporté la 4e étape, Pascal Jules la 5e, et Michel Laurent prend le maillot jaune. Enfin, il faut que je vous parle d'un record du monde pour Litvinov au marteau, avec près de 84 mètres. En attendant de parler de ce sommet de Versailles, il faut que je vous dise que ce sommet a été précédé pour le président Reagan et lui seul d'un court séjour officiel en France, vous le savez. Et le couple présidentiel américain n'a pas lésiné sur les moyens pour se faire adopter par les Français. Avec Bernard Puissesseau et Philippe Gassot, attachons-nous d'abord au pas de Madame Reagan, la First Lady, tout en sourire, même lorsque certains de ses compatriotes, disons bariolés, ont réussi ce matin à s'introduire dans la cour de l'Élysée. En attendant Nancy Reagan à l'Élysée, l'ambiance était, disons, inhabituelle. Les Indiens étaient venus rappeler avec leur danse traditionnelle qu'ils sont eux aussi des Américains. Une photo à ne pas manquer. Deux conceptions différentes dans la cour de l'Élysée, les plumes et le costume 3 pièces. Nancy Reagan, qui a manqué le spectacle, arrivait pour le déjeuner, accueilli par Daniel Mitterrand. Dans l'après-midi, la visite presque obligatoire des bonnes œuvres pour la première dame des États-Unis était en fait une visite de tendresse pour l'Institut national des jeunes aveugles. Patrick, son petit guide de 12 ans, bilingue, élève de l'Institut, ne l'a pas quitté. Les gestes de Nancy Reagan ne devaient rien ici au protocole. Tout au long de la visite, il y aura des petits gestes comme celui-ci, furtifs, discrets, trop légers pour être destinés aux photographes. Nancy Reagan a peut-être réussi quelques instants à rompre l'isolement. Même au concert, elle a voulu être maternelle, une caresse sur la main qui traduit son émotion. Les gorilles se font petits garçons. Sans l'aide de son interprète de 12 ans, Nancy Reagan a voulu dire au revoir, mais en français. Merci beaucoup pour cette merveilleuse visite. Vous avez pu voir que Madame Reagan n'est pas vraiment toute seule. Son mari est encore beaucoup plus suivi qu'elle. 350 employés de la Maison-Blanche derrière le président américain, une centaine de techniciens de communication, une cinquantaine d'agents secrets rapprochés, une centaine de chauffeurs de voitures et d'avions, des sténos, des médecins et bien entendu des conseillers politiques accompagnent le président à Versailles, puis après à Rome, à Londres et à Dublin. Mais tout de suite, les faits saillants de sa seconde journée parisienne avec Édouard Laure. La dernière des visites de ce séjour privé du président américain en France est donc quelques instants avant de prendre la route pour Versailles à l'hôtel de ville de Paris, reçu par le maire Jacques Chirac. Avec toutes les traditions des réceptions des chefs d'État, la signature du livre d'or et les échanges de cadeaux. Un ensemble presse-papier et ouvre-lettres du président américain à Jacques Chirac, une plaque de la ville de Paris, un album de photos du maire de Paris à Ronald Reagan. Une visite tout à fait naturelle d'un chef d'État étranger au maire de la capitale, avec ce détail tout de même qui lui donne un aspect un peu particulier lorsqu'on se souvient que la semaine dernière, à Washington, Alexander Haig, en nous donnant le programme de Ronald Reagan à Paris, avait ajouté derrière le nom de Jacques Chirac le titre de chef de l'opposition en France. Jacques Chirac qui, à l'instant, vient de faire dire que la France ne pouvait rester longtemps en situation de non-dialogue avec l'URSS. Ronald Reagan, qui a par ailleurs rencontré Madame Thatcher, son porte-parole a démenti que ce soit pour évoquer la guerre des Malouines, mais c'est un démenti qui ne convainc pas grand monde. On pense que le président américain entendait lui demander de retenir ses forces aux Malouines. Washington semble en effet souhaiter que l'Argentine puisse sauver la face. De fait, sur place, aux Malouines, il ne s'est pas passé grand-chose aujourd'hui. Voilà. Michel Croiset vient de nous faire savoir que nous pouvions avoir la liaison avec Versailles sans plus attendre, donc avec un retard dont nous vous demandons de nous excuser. Nous rejoignons Michel Meyer, qui a accueilli les différents chefs d'État en compagnie du président Mitterrand aujourd'hui à Versailles.
coulisses prestigieuses et brillantes pour un sommet qui totalisera quelques 23 heures d'entretien au minimum. Image dominante de l'après-midi, le ballet des hélicoptères qui amenait à pied d'œuvre les dirigeants des 7 puissances industrielles du monde pour un conclave plutôt austère, même s'il est prévu de l'accompagner de musique ou de gastronomie. Première arrivée, premier accueilli par François Mitterrand, le Belge Mertens, au titre de président de la communauté. Il vient représenter ici les, disons, petits de l'Europe des 10. Dans le passé, certains de ces pays avaient en effet observé d'un mauvais œil ces sommets économiques trop exclusifs à leurs yeux. Gaston Thorn, le président de la commission, est également de la partie. L'Italien Spadolini est surtout là avec sa rondeur, son sourire et sa culture très fine pour tenter d'expliquer une fois de plus les difficultés de ses compatriotes, les latins, envers les notions d'austérité et de rigueur économique et monétaire. Ce qui n'empêche tout de même pas le Premier ministre italien d'associer son pays au système monétaire européen. Visage énigmatique, le japonais Suzuki représente une puissance commerciale devenue un véritable défi. À chaque sommet, il promet poliment de limer les ongles à ses exportateurs et de d'ouvrir le Japon aux produits des autres. Mais il ne se passe pas grand-chose par la suite. Le premier japonais vient alors ici en espérant ne pas être trop sermonné par ses homologues. Comme presque tous ses collègues, le Canadien Trudeau est aux prises avec la crise économique. Inflation et chômage, malgré d'énormes richesses naturelles, minérales, énergétiques. Lui aussi, il attend un infléchissement de la politique économique de son grand voisin américain. Les Canadiens souffrent en effet, autant que les Européens, des remèdes, disons, de cheval de Ronald Reagan. Madame Thatcher, elle arrive. Aura-t-elle l'esprit à l'économie? On peut se poser la question face à un premier Britannique dont le pays est en guerre. De ses partenaires européens, elle entendra sans doute entre deux bilans économiques des appels à la modération face à des Argentins dont personne ici ne souhaite l'humiliation. L'Allemand Schmidt, chancelier d'un pays qui résiste un peu mieux que tous à la crise, malgré chômage et déficit budgétaire. Deux maladies compensées par de très bonnes performances de commerce extérieur et une inflation assez minime. De ce sommet, Bonn attend surtout un refus de la tentation protectionniste. Dernière arrivée, Ronald Reagan, le président américain dont tout le monde attend ici qu'il domestique les sauts de cabri du dollar et baisse des taux d'intérêt US qui drainent trop d'argent européen vers les caisses américaines. Une attente qu'il satisfera peut-être à la condition que les Européens lui promettent d'être moins souples, moins laxistes, dit-il, commercialement envers l'URSS. Réponse à toutes ces attentes, ces questions, dès demain matin, avec l'ouverture de ce sommet par François Mitterrand dans le cadre de la salle des sacres du château de Versailles. On a parfois dit qu'il ne faudrait pas attendre grand-chose de Versailles. Ce n'est pas l'avis du président Mitterrand, qui ce matin, devant quelques journalistes, au cours d'un petit déjeuner à l'Élysée, s'est montré, disons, assez confié, comme vous le montre notre décompte, sur l'issue du sommet, un sommet dont Georges Bortoli nous rappelle les enjeux. Les séances sont économiques et les dîners sont politiques.
Donc, en passant dans un instant à table et en appréciant, je pense, quelques menus chefs-d'œuvre de la nouvelle cuisine française, les 7 vont parler de grandes questions politiques. Quelles questions? Vous les imaginez, il va y avoir les Malouines qui justifiaient il y a 3 jours encore un coup de téléphone de M. Mitterrand à Mme Thatcher. Il va y avoir peut-être cette guerre Irak-Iran qui, aux yeux de François Mitterrand, est en train de devenir un des événements importants de la planète. Et puis il y aura aussi, bien sûr, et surtout, les rapports Est-Ouest. Alors, dans ce domaine, M. Reagan arrive cuirassé d'une certitude, c'est que si l'Ouest coupe les crédits à l'URSS, les Soviétiques en difficulté économique vont devenir beaucoup plus traitables et gentils. C'est un point de vue qui n'est pas du tout partagé à Paris, où l'on se méfie, l'on juge même dangereux tout ce qui ressemble à une guerre économique. Certes, il y a eu déjà, et il y aura encore, je pense, des gestes des Européens pour un certain resserrement du crédit à l'URSS et aux pays communistes. Disons, dans l'ensemble, que M. Reagan, à Versailles, n'aura pas à se plaindre de ses alliés européens, y compris dans le domaine de la défense, et que peut-être aussi les Européens n'auront pas trop à se plaindre de M. Reagan si, comme on le pense, le dollar cesse un peu ses bons, et si, en particulier, on met en place un organisme de travail pour coordonner un peu la tenue des grandes monnaies occidentales. Ce sommet de Versailles, faut-il le rappeler, regroupe donc les 7 pays les plus industrialisés de l'Occident, c'est-à-dire en gros les plus riches du monde. Donc, par comparaison, il était utile de savoir si, dans le tiers-monde, certains des pays dits pauvres, ou en tout cas en voie de développement, avaient envie de se sentir représentés à Versailles, ou en tout cas de connaître leur opinion sur ce sommet. Alors nous allons maintenant recevoir en direct avec nous du Sénégal, de Dakar, le président de la République sénégalaise, M. Abdou Diouf, qui donc accepte de répondre maintenant à nos questions, aux côtés de Paul Nahon. Alors, Monsieur le Président de la République, est-ce que vous auriez aimé être représenté, vous, à Versailles? Nous pensons effectivement que quelques chefs d'État de pays du tiers-monde pourraient être présents pour donner l'opinion de nos pays sur les graves problèmes qui se posent, parce que nous sommes convaincus que le problème le plus important qui permettra de sortir de la crise, c'est le problème des pays du tiers-monde. Il est vital de résoudre les problèmes qui se posent à nos pays, et comme nous sommes dans un monde interdépendant, marqué par la solidarité, nous sommes sûrs qu'en mettant l'accent sur la solution des problèmes des pays du tiers-monde, nous sortirons plus facilement de la crise que si nous nous bornons simplement à voir le problème dans le cadre des économies des pays industrialisés. Donc, nous estimons qu'une présence de chefs d'État de pays du tiers-monde aurait permis d'avancer plus sûrement en posant mieux les problèmes et en les discutant de façon approfondie, en mettant l'accent sur l'essentiel qui, encore une fois, est le problème de la survie des nations des pays du tiers-monde. Alors justement, Monsieur le Président, quelle est selon vous la décision la plus urgente que devraient prendre à Versailles ces 7 pays industrialisés? La décision la plus urgente, à notre avis, ou les 2 décisions les plus urgentes, sont la décision de principe sur la stabilisation des cours des matières premières et la décision de principe sur l'augmentation substantielle de l'aide publique au développement des pays du tiers-monde. Alors, Monsieur le Président, un autre sommet s'est déroulé il y a à peu près 6 mois à Cancun, au Mexique, entre pays riches et pays pauvres. Alors, je voudrais vous demander ce qui a changé pour vous, pays pauvres, quelles sont les retombées économiques concrètes après 6 mois après ce sommet? Vous m'entendez là? Les retombées économiques du sommet de Cancun, concrètes pour vous? À l'issue de ce sommet, un appel avait été lancé, en particulier grâce à M. François Mitterrand, pour la reprise des négociations globales sur la solution des problèmes du tiers-monde. Et jusqu'à présent, ces négociations globales n'ont pas vu le jour. Nous pensons donc que les espoirs qui ont été suscités par ce sommet ont été déçus, et nous espérons qu'un souffle nouveau va être donné par le sommet des pays industrialisés qui s'ouvre à Versailles. Monsieur le Président, très franchement, qui a intérêt à bloquer la machine? Comment? Qui a intérêt à éviter ce dialogue nord-sud? Écoutez, je ne veux pas singulariser
dans les pays industrialisés tel ou tel pays, mais nous avons été peinés de constater que la nouvelle administration américaine était beaucoup moins engagée dans la solution des problèmes de l'aide au développement que les administrations précédentes. Merci Monsieur le Président d'avoir été notre invité. Demain, nous serons en direct à 13h et à 20h au château de Versailles. Et puis dès 10h30, nous diffuserons une émission spéciale sur ces enjeux du sommet. 6 des plus grands économistes mondiaux seront là. Parmi eux, le prix Nobel américain Leontief, et ils ont accepté de participer à ce débat qu'animera donc François Edvérieux demain à partir de 10h30, une édition spéciale. Voilà, tout de suite avec Alain Gillot-Pétré, avec un petit peu de retard, pardonnez-nous, la météo pour demain. Eh bien écoutez, c'est encore le printemps, mais pourtant l'été continue, au moins au niveau de la chaleur, puisqu'il va faire demain encore très chaud. Demain, en effet, sur la moitié est du pays, le ciel sera assez nuageux, avec des ondées orageuses et des orages, et puis bien entendu des éclaircies. Il fera toujours très chaud et très lourd. Sur la moitié ouest, beaucoup de brume le matin et de très belles éclaircies l'après-midi. Pour dimanche, eh bien, il n'y aura plus que quelques orages sur l'extrême est du pays. En revanche, on en verra arriver de nouveau par l'ouest sur les côtes de l'Atlantique. Les températures sont toujours quasiment sénégalaises. De 24 degrés, c'est le minimum, bien le minimum, n'est-ce pas, sur les côtes de la Manche. 24 également à Montélimar, il m'en manque un, c'est 24 à Dijon. Jusqu'à 29 degrés maximum au nord-est du pays. Des températures qui sont en légère baisse. On ne voit pas l'île, on la voit maintenant, il faisait 25. De légère baisse, mais tout de même très très agréable. Demain, samedi 5 juin, 2 minutes de soleil en plus, levé 5h51, couché 21h47, et l'on fêtera la Saint-Igor. Voilà, et à 22h50, c'est Hervé Claude qui vous donnera le résumé des grands titres de la journée. Un journal qui était un petit peu perturbé, les liaisons avec Dakar et avec Versailles étaient assez difficiles. Merci de nous avoir suivis. À demain donc, 12h45 et 20h en direct du château de Versailles. J'espère que ça ira mieux.